Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pride pour regarder ce qui se cache à l'intérieur du manuel du général et donc ce que nous réserve la saison 2021. Je viens ici de parler de saison, puisque c'est la vocation justement transmise par Game Workshop grâce à ce manuel du général, qui est de parler vraiment de saisonnalité au sein du gameplay, au sein des royaumes, et donc des règles qui vont s'appliquer, ainsi que de l'arsenal qu'on va avoir au sein des parties, pour justement pouvoir avoir des choix stratégiques. Déjà, toi, en amont, qu'est-ce que tu as pensé de la mise en page? Parce qu'on est clairement sur un des plus beaux manuels général / chapter approve que Games a sorti. C'est vrai qu'il est extrêmement clair, tout est très bien chapitré. Il est logique dans sa construction, c'est-à-dire que tu retrouves avec les intercalaires vraiment les règles du jeu égales. À noter que les règles de base sont à la fin, donc en fait, quelque part, si le fluff ne vous intéresse pas, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le gros bouquin, vous avez tout là-dedans. Vous avez tous les scénarios, vous avez les nouvelles chartes d'unité des sorts persistants, qui ont été beaucoup changées, donc ça c'est bien de les avoir. Comme d'habitude, vous avez à côté le petit fascicule avec les points, mais il est hyper clair, notamment au niveau des scénarios, c'est très bien écrit, tu as quand même une double page avec vraiment le mode de déploiement, c'est toujours un peu galère de chercher dans son manuel général ton déploiement. Là, tu peux le poser de manière pyramidale et avoir ton petit déploiement à côté, ce qui est quand même vraiment super bien. Il est très très bien fait. Le format petit au début m'avait un peu gêné, on aurait dit vraiment le cahier de vacances. Moi j'aime bien avoir un gros bouquin, mais dans la pratique, pour le tournoi, parce que c'est clairement un bouquin qui est fait pour le tournoi, tu parlais des saisons, les saisons sont aussi faites vraiment pour le tournoi, avec un royaume qui fait partie des règles que tu vas devoir jouer. Mais ça tombe bien parce que comme il y en a un et pas 8, déjà tu sais sur quel royaume tu vas jouer. Et c'est pas celui de Hish, c'est celui de Lure, mais ça sera peut-être la dernière fois que je le dis. Ça viendra Hish un jour. Et puis surtout ils l'ont équilibré. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire qu'avant, tu avais quand même une disparité dans les royaumes, tu savais pas sur lequel tu allais jouer, il y avait des règles de royaume qui étaient un peu what the fuck, ton armée pouvait gagner le match-up, tu arrivais sur un royaume où la table était du royaume où tu n'avais pas prévu de jouer, tu la perdais. Maintenant, c'est plus le cas, donc c'est très bien d'avoir des règles de royaume parce qu'en termes d'immersion, c'est bien, et surtout, c'est équilibré. Et il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur l'équilibre des objectifs primaires, donc on va dire les objectifs à contrôler sur la table, des tactiques de bataille, donc les secondaires, des grandes stratégies qui sont les tertiaires, tout est bien clair, c'est bien écrit, franchement c'est un gros travail. Je vais appuyer ce que tu dis, clairement aujourd'hui si le fluff t'intéresse pas, je conseille même pas d'acheter le gros bouquin de base, systématiquement celui-là parce qu'en fait, quand tu as le bouquin de base, tu dois acheter celui-là aussi pour les coups en point, pour avoir les scénarios. Donc, en fait, finalement, comme là, tu as déjà les règles, que l'ergonomie a été revue, celui-là est clairement meilleur. En fait, finalement, le gros bouquin ne va servir que pour le fluff ou pour la partie un petit peu modélisme avec les photos des armées et ainsi de suite. Ou les deux autres types de jeux. C'est vrai pour le narratif. Maintenant, ce qui est vraiment cool, comme tu l'as dit, c'est cette saisonnalité et cet équilibrage. Or, on parle souvent de méta, et le méta est impacté en général par deux choses. Un, les armées qui sortent, et deux, la façon dont on a de gagner ou de perdre une partie. Or, là, en plus de ça, comme tu l'as dit, on va avoir ce fameux royaume unique saisonnier qui va permettre de se dire, attends, tu sais quoi, là on a débloqué un nouveau sort connu de tous et une nouvelle aptitude de co connue justement des personnages, sergents maintenant ou justement héros, et c'est ça qui va nous permettre à chaque fois, juste avec ce royaume, de se dire, ok, je vais regarder tous mes battle tomes, et je vais peut-être aller chercher ce qui va me faire plaisir ou ce qui va, je pense, être méta. Et ça, je trouve que c'est génial, c'est que tu vas même plus être tributaire de la sortie, finalement, des Battle Tomes, mais juste de ce royaume-là. Et clairement, ça peut changer les choses. Alors, on voit en début de V3, Games a essayé de mettre l'accent sur les monstres et les personnages. On est dans le royaume de Gur, qui est le royaume de la bête, où il y a des bêtes titanesques qui s'affrontent les unes les autres, et on le retrouve vraiment à la fois dans les règles du royaume qui mettent quand même vraiment les monstres à l'honneur, et aussi dans tous les scénarios. Tous les scénarios ont des noms type Prédateur Alpha, Dents et Ongles, Mouvement Tectonique, etc. On voit vraiment l'immersion d'Angur, qui est bien faite parce qu'il y a quand même un peu de fluff qui est rajouté dans le compétitif, je trouve ça hyper intéressant. Au niveau de cette vidéo, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que quand on la tourne, on n'a pas encore l'intégralité des facs par faction. Donc on ne va pas se focaliser justement sur les coups en point et sur ce qui devrait être, on va dire, le début du gameplay de chacune des factions au sein de ce début de version. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se focaliser vraiment sur ce qui est contenu dans la partie manuelle du général avec les scénarios. On fera aussi une vidéo spécifique sur les sorts persistants. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Game Workshop a réellement bétonné tout l'aspect match-play, et pas que compétitif, juste partie, entre guillemets, sérieuse par rapport aux optiques dans lesquelles on va gagner ou perdre une partie. Et ça, je trouve que c'est génial. Il y a énormément de garde-fous sur les suppléments qui sont couverts ou pas dans ce qu'on appelle le match-play, mais on n'est pas que ici sur du compétitif bête et méchant avec les clichés qu'on imagine des joueurs. Non, c'est simplement que, tout comme sur FWS, on a toujours mis en avant la cinématique de début de partie dans lequel on va se mettre d'accord avec son adversaire ou son partenaire de jeu pour se dire, comme ça, au moins dans la partie, il n'y aura aucun conflit ou point de réflexion sur est-ce que j'avais le droit de le faire, pas de le faire. Là, tout est bétonné et c'est franchement pertinent. On commence donc par découvrir ici le pack de bataille rangée 2021 avec justement la limite en points du chapitre des batailles rangées. Là,
on voit déjà que seulement 2 formats sont mis en avant, le 1000 et le 2000, avec les restrictions qu'on connaît, c'est-à-dire le nombre de leaders, le nombre de lignes, le nombre de behemoths, d'artillerie et ainsi de suite, le nombre d'unités maintenant qu'on a le droit de renforcer, sous-entendu effectif minimum, si c'est des lignes, on va pouvoir le faire jusqu'à 2 fois supplémentaires, et si jamais ce ne sont pas, on va pouvoir le faire qu'une seule fois, et d'être limité à 2 points en 1000 et à 4 points en 2000. Autre chose aussi, la taille minimale du champ de bataille recommandé est donc passée, on le sait maintenant en V3, à 44 pouces par 60, en 1000 et en 2000. Là où, par exemple, sur Warhammer 40 000, on n'est pas du tout sur ce genre de table. On est sur le même format sur du 2000, mais en 1000, tu es censé être en 30 par 44. Or là, pour l'avoir testé en 1000, je trouve que c'est bien, tu as de l'espace, pas trop, c'est juste parfait pour les deux formats. On avait peur, en fait, avec l'augmentation globale des coûts en points, même si on va pas rentrer dans les coûts en points aujourd'hui, il y a eu une augmentation globale, une petite inflation 2021, de entre 5 et 20% sur la plupart des armées, principalement sur les personnages et les monstres, qui sont quand même les grands gagnants de la V3, et aussi quelques unités qui avaient des aptitudes spéciales, où en V2 on se disait c'est moyen, et on se rend compte qu'en V3 c'est très fort. Donc sur les parties en 1000 points, on a un peu moins de figurines que ce qu'on avait avant, même s'il y a quelque chose qui a été rajouté qui est extrêmement bien, ça fait partie des vrais bons changements de la V3, c'est de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser plus de 50% de ses points sur une unité ou une figurine. En 2000, ça n'a aucun impact. Pour l'instant, personne ne vaut plus de 1000 points. Par contre, en 1000, je trouve ça vraiment très bien pour le format. Pas de Kranos, pas tout ça. Voilà, parce que je craignais un peu dans le format 1000 points une dégénérescence possible, notamment avec des personnages qui sont extrêmement forts aujourd'hui, qui auraient été beaucoup trop forts en 1000 points. Parce que les personnages sont quand même très durs à sortir maintenant, les personnages monstres notamment. Une armée de 2000 peut arriver à les sortir, une armée de 1000 points ne pouvait pas. Des à l'Ariel ou des choses comme ça. On ne peut pas les voir en 1000, ce qui rend le format hyper sain. Et effectivement, la taille de la table, même si tu as moins de figurines que le format 1000 points d'avant, jouer sur une table plus grande avec les nouveaux scénarios, ça apporte vraiment quelque chose en termes de stratégie. Je trouve ça très bien. Yes, et autre chose aussi, c'est le fait qu'ils ont supprimé maintenant les chars de bataillon. Ça fait que certes, l'augmentation des figurines est réelle en termes de coût en points, mais pour beaucoup d'armées, finalement, t'arrives quasiment au même nombre d'entrées parce que tu ne payes plus tes bataillons. Et c'est intéressant, il va falloir, on le fera justement dans une autre vidéo, pousser un petit peu plus le concept faction par faction. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre elles, c'est très intéressant parce que tu as perdu les règles un petit peu stupides et tu vas plus te focaliser sur l'ADN de ton armée au sein du War Scroll, de la charte d'unité, que sur le reste. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est quand même une bonne chose, parce qu'ils n'étaient pas forcément équilibrés au sein des Battletomes, et qu'assez souvent, les meilleurs Battletomes avaient aussi les meilleurs bataillons. Le fait qu'ils aient été supprimés, et que maintenant tout le monde a accès à des bataillons génériques, te fait faire des vrais choix, et je pense que c'est un des mots-clés les plus importants de cette V3, c'est les choix. Il y a des choix à faire en permanence. Maintenant, tout le monde a accès au régiment de bataille, qui est un bataillon one drop, en fait, où vous posez toutes vos poses en même temps, ce qui, en jeu égal, vous donne la possibilité de choisir votre priorité, donc de choisir si vous êtes le joueur qui va commencer ou pas, c'est quand même vraiment très bien, tout le monde peut le faire. Vous avez aussi toutes les optimisations qui vous permettent d'aller chercher, si vous avez besoin, des artefacts en plus ou des triomphes, ce qui est vraiment très bien, parce qu'il y a des artefacts qui sont forts, il y a des sorts qu'on a envie d'aller chercher, il y a des nouveaux bataillons en plus dans cette saison Gur, qui sont vraiment orientés Gur. Il y en a un qui est quand même très très fort, qui met encore une fois les monstres et les behemoths à l'honneur. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, et tu parlais des renforcements, pour moi c'est une des règles de la V3 qui va le plus changer au niveau des armées, c'est qu'il y a quand même un gros coup qui a été mis sur le spam, et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. J'aime bien en fait la notion, comme tu l'as dit, de choix. On rentrera un petit peu plus dans le détail, mais même sur cette fameuse initiative priorité qu'on doit choisir justement quand on débute, c'est accentué en plus de ça à partir du round de 3, où le joueur qui est numéro 2, on le verra tout à l'heure, va pouvoir supprimer, il ne doit pas le faire, supprimer un des objectifs de la table. Et c'est rigolo parce qu'en général, les jeux Game Workshop, c'est un joueur de 40K qui parle plus que d'AOS, mais qui était de se dire systématiquement la létalité est toujours mieux. Historiquement dans OS, on préférait laisser le second tour pour tenter un double tour et blablabla. Il y a beaucoup de parties qui jouent justement sur l'initiative du tour 3, puisque c'est là où tu risques de soit d'emmagasiner suffisamment de points et surtout de sanctionner sur l'attrition ton adversaire. Là, encore une fois, un petit peu de subtilité qui fait que le choix ne sera pas obvious, ne sera pas évident, et ça, je trouve que c'est simple. Le double tour reste très fort, mais on voit que de version en version, ils essayent d'amoindrir en fait cette surpuissance d'un double tour qui peut parfois retourner des parties. On voit par exemple notamment au tour 1, le joueur qui ne commence pas va caper ses objectifs sans avoir joué, ce qui rend le classique, je joue une armée de tir, je me mets très loin, commence, tu ne peux rien faire, et après moi je vais t'asmater sur un potentiel double tour, au moins le gars va scorer, et va pouvoir se projeter, donc ça c'est bien. Et effectivement, encore une fois, sur le fameux T3, qui est souvent le tour qui est un peu bascule dans une partie, la capacité de détruire un objectif, on verra des scénarios où c'est terminé les 6 ou 8 objectifs, maintenant le maximum c'est 5, quand tu commences à en casser un, avec les grandes stratégies, ce genre de choses, les tactiques de bataille, vraiment, on va plus réfléchir. Avant, on va pas se mentir,
99% du temps, l'initiative, tu la prenais, sauf sur le scénario qui était le fil de l'épée, où justement le fait que l'adversaire puisse détruire un objectif nous faisait parfois réfléchir. Maintenant, tous les scénarios dans cette saison 2021 ont cette règle-là, je trouve que c'est une vraiment très bonne règle. Ensuite, dans le pack de bataille générique, on va avoir pas mal de règles, à savoir, par exemple, les unités de coalition. Alors les unités de coalition, c'est une nouveauté de la V3 qui est quand même assez différente de l'Alliance. On avait l'habitude d'avoir 400 points d'unités alliées, ça n'a pas changé, qui comme d'habitude ne peuvent pas être générales, ne peuvent pas être optimisées ou ne peuvent pas compter comme des lignes. Et en fait, ce petit rajout d'unités de coalition est très bien aussi, parce qu'en fait, ça vous explique que les unités de coalition, qui sont des unités qui font partie de votre armée, vous avez l'allégeance, vous avez tout ce qui va bien, mais qui ne viennent pas de votre battle tome, ne peuvent pas être des lignes. Je pense par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est le chaos, où par exemple on joue en Blade of Corn, et on allait chercher des maraudeurs ou des guerriers du chaos marqués de cornes pour faire nos lignes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que quelle que soit l'allégeance dans laquelle vous jouez, vous avez besoin d'avoir des lignes qui viennent du Battle Tome. Et ça donne quand même un second souffle à nos amis Myrmidesh, à nos amis Kirik Acolyte, au Blight King, à ce genre d'unités qui avaient tendance à être un peu éclipsées par les unités qui venaient de Slave to Darkness. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça, c'est léger comme changement, mais mine de rien, en termes d'ADN du Battle Tome, ça rajoute encore quelque chose. City of Sigmar aussi, par exemple. On a le droit de prendre une unité sur 4 qui viennent des Stormcast. Si vous prenez des Vindictor, qui est la nouvelle ligne Stormcast, en COS, ils ne sont plus lignes. Voilà. Et ça, je trouve ça très bien. Même si ça permet quand même d'avoir toutes les allégeances dans ces armées, ces unités coalisées vont bénéficier de l'allégeance, des aptitudes de commande. Mais ne compteront pas comme des taxes. Mais ne compteront pas comme des lignes. Voilà, donc si tu les prends, c'est en plus des lignes que tu as dû prendre dans ton Battlestorm, ce sera très bien. Yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi justement sur les allégeances globales? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, on n'entend plus parler au sein des règles et même de ce manuel général de la grande allégeance order, par exemple. Alors avant, effectivement, en V1 et en V2, on avait des règles très légères, certes, mais on avait des règles de grande allégeance pour l'order, pour la destruction, pour la death et pour le chaos, avec des traits de commandement, des artefacts et une petite aptitude d'allégeance qui cassait pas trois pattes à un canard, mais qui était là. Aujourd'hui, elles ont disparu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la création de l'armée, on a encore le droit de jouer, toutes mes unités ont le keyword order, mon allégeance c'est order, je n'ai aucune règle, à part celle générique, ou est-ce qu'on n'a plus du tout le droit de le faire? Je pense que la fac va clarifier ça d'une manière ou d'une autre. En l'état, aujourd'hui, comme ces allégeances n'existent plus, on les voyait pas très souvent. Mais ça arrivait de voir des soupes ou ce genre de choses. Je pense qu'elles sont vraiment plus jouables, parce que même si les traits de commandement, ou les prières génériques, ou les sorts génériques, il y a quand même des bonnes choses, se passer de ces battle tomes et de tout ce que ça apporte, les sous-factions, les domaines de sorts, ce genre de choses, ça paraît un peu compliqué. Ensuite, toujours justement dans ce pack de bataille qui représente le match play, on va avoir le volet l'initiative, puisque ne faites pas de tir de dés pour déterminer qui a la priorité au premier round de bataille. À la place, le joueur qui a fini de déployer son armée en premier a la priorité au premier round de bataille. Avoir la priorité signifie qu'on choisit qui l'a en réalité. C'est une nuance qui est assez importante parce qu'effectivement, quand on lit les règles, et notamment quand on récupère le PDF qui est gratuitement téléchargeable sur le site de Games, il y a écrit que on jette le tir au dé de l'initiative en fait dès le premier tour et uniquement en cas d'égalité sur le jet de dé, celui qui a fini de se déployer d'abord. Ça, c'est pour le narratif et pour le jeu libre. En jeu égal, ça a été déjà dans le bouquin de règles, mais effectivement, c'était quand même caché au fond dans la section. Là, c'est au tout début du manuel général, il n'y a plus de doute possible. Ça ne change pas par rapport à la V2, celui qui a fini de se déployer d'abord choisit qui commence ou pas. Et comme toutes les armées peuvent faire des one-drop et donc potentiellement faire des alpha strikes qui sont très fortes, ça a vraiment un impact qui est assez fort. Ensuite, pour entrer ce qui va faire la saisonnalité justement de Age of Sigmar, on va passer sur la règle de royaume, sans S, à savoir la légion de guerre, la contrée de Gur. Déjà, la première règle, c'est prédateur et proie. Une fois par round de bataille, marquez un point de victoire supplémentaire si un ou plusieurs monstres ennemis ont été tués à ce round de bataille. Ça, c'est pour contrebalancer tout ce qui va arriver derrière, parce qu'en fait, Gur étant le royaume de la bête, encore une fois, c'est la terre où des prédateurs monstrueux s'affrontent, où même les continents du royaume se mangent entre eux, t'as envie de jouer des monstres. On va voir derrière que tout te donne envie de jouer des monstres. Et mine de rien, il y a quand même des armées qui ont peut-être un peu moins de behemoth ou un peu moins de behemoth qui sont très méta par rapport à d'autres. C'est bien de pouvoir contrebalancer, par exemple, ton adversaire va jouer 4 behemoths, et bah si t'en tues tranquillement un par tour, et donc encore une fois que tu as un plan de jeu qui est établi, et on en reparlera quand on verra les grandes stratégies ou les tactiques de bataille, ça va être beaucoup plus important aujourd'hui d'avoir un plan de jeu établi sur l'ensemble d'une partie, plutôt que j'essaie de frapper le plus fort au début et je laisse tomber. Il y a, je pense franchement, des moments où si par exemple un adversaire a 3 monstres, et que c'est possible de le faire, on va se dire je vais essayer d'en tuer un par round, pour avoir mes 3 points de victoire qui vont avoir un vrai impact, parce qu'aujourd'hui, au maximum, sur une partie, on marque entre 25 et 28 points. Donc, mine de rien, en récupérer 3, c'est quand même un gros pourcentage. Donc, si on n'est pas obligé de tuer 2 monstres ou toi un, ça va peut-être valoir le coup de se dire, j'en tue un T1,
et je vais essayer d'en tuer un T2, je marquerai donc un Je point de l'alimente plus. avec des unités, on Voilà. est dans un méta MSU et ainsi de suite. Autre chose aussi, c'est le glissement sismique. Certainement une des règles les plus structurantes au sein justement d'une visage du parti sur les 5 rounds, avec au début du 3e round de bataille, après que les joueurs ont tiré au dé pour déterminer qui a le premier tour, le joueur qui a le 2e tour à ce round de bataille peut choisir un pion objectif sur le champ de bataille et le retirer du jeu. Alors déjà, c'est peu, ce qui est très bien, parce que tu n'es pas obligé de le faire. Et ensuite, on verra, encore une fois, on l'a déjà dit, mais il y a des scénarios où tu n'as par exemple que 3 objectifs et au maximum, tu en as 5. Donc quand tu n'en as que 3, que tu vas laisser l'opportunité à ton adversaire d'en retirer un, sachant que la plupart des scénarios se marquent sur le même système qu'on avait vu lors de la partie d'initiation. Un point, je contrôle un objectif, j'ai un point, j'en contrôle au moins 2, j'ai un 2e point, j'en contrôle plus que mon adversaire, j'ai un 3e point. Il va être très important de marquer ces 3 points d'objectif primaire à tous les tours, pour avoir 15 points de primaire, on va dire, en 5 tours. Quand il y a 3 objectifs, c'est encore à peu près possible en se concentrant sur 2. Si ton adversaire t'en vire un de tes 2, tu perds énormément de points, parce que tu perds le plus d'objectifs que ton adversaire s'il y en a un chacun, et tu perds le point donné par le au moins 2. Donc tu peux passer de 3 points, on va dire, assez fiables de scoring primaire à un seul, juste en laissant le tour 3 à ton adversaire. Mais attrition versus gagner une game. C'est ça. C'est Je trouve que super très bien. intéressant. Je trouve que ouais. c'est C'est très bien. super Cette règle est intéressant. vraiment très très bien. Yes, ensuite on va passer à la magie du royaume. Tous les sorciers connaissent le sort suivant, Métamorphose, qui est un sort qui passe sur une valeur de 5 à une portée de 12 pouces si lancé avec succès. Choisissez un héros ami qui n'est pas un monstre et qui est visible et à portée du lanceur. Le héros choisi gagne le mot-clé monstre jusqu'à votre prochaine phase de héros. En termes de règles, ça se traduit par le fait que à la fin de la phase de charge, alors on pourra lui choisir une aptitude qu'on ne pourra pas appliquer d'ailleurs sur un autre monstre de notre armée. C'est quand même assez structurant. C'est très bien pour 2 raisons. Déjà parce qu'effectivement, tu as accès au Monstrous Rampage. Notamment, alors les capacités qu'on a le plus l'habitude de voir, c'est le piétinement. Donc sur 2+, des 3 blessures mortelles. Mine de rien, quand tu as des petits héros, les petits héros totems ou ce genre de choses, ils ont une létalité qui est correcte, mais en général, ils n'enlevaient pas les unités de gardiens de but, par exemple 5 Libérators ou 5 Trironants sur un objectif. Le Knight Arcanum des Stormcast les sortait pas en stat. Avec le D3 blessures mortelles, sur 2+, qui est quand même donc assez fiable, il a quand même nettement plus tendance à les sortir. Et on pense aussi au rugissement, qui est quand même aujourd'hui une des aptitudes les plus fortes en termes de Monstrous Rampage, qui empêche l'unité à la phase de combat subséquente d'utiliser des aptitudes de commandement, ce qui est extrêmement fort. Donc ça c'est le premier effet qui se coule, qui est quand même très bien. Encore une fois, ça n'induit pas de choix pour le coup, parce que tous les sorciers le connaissent. Donc c'est pas une taxe de se dire, ah je vais pas pouvoir prendre mon rasoir mental, je vais aller chercher ça. Donc ça c'est un bonus que tout le monde a, qui est quand même très bien. Et l'autre effet qui se coule, c'est que le fait d'être un monstre, tu comptes pour 5 figurines. Voilà. Donc par exemple, ta petite Morati, qui a un potentiel de létalité qui n'est pas non plus monstrueux, mais qui va arriver, qui va te mettre son D3BM à l'impact et qui va compter pour 5, elle peut reprendre toute seule des objectifs, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Et ça, mine de rien, je trouve ça vraiment très sympa. Et encore une fois, tout le monde y a accès, sans que tu sois obligé de torturer ta liste d'armées pour aller chercher, par exemple, le bataillon qui va te donner un second sort sur tes sorciers. Tout le monde le connaît en plus, ça veut dire qu'il peut le lancer en plus. C'est-à-dire qu'il le connaît en plus, c'est vraiment très bien. Yes, tu parles de Morati qui est un personnage qui est assez cher en points, mais justement on va aussi penser à tous les sorciers du jeu qui vont se faire chasser, tu parles des docs par 5 Kinérailles, bah là t'as intérêt à le sécher, parce que lui il te sèche un Kinéraille, il vaut pour 5, toi pour 4 parce que t'as perdu une figue. Et encore une fois, c'est un choix en plus, ça fait partie de cette richesse de la V3 de se dire aptitude de héros, plus justement maintenant aptitude de monstre pour tous les sorciers, c'est cool. Par exemple, les Gloomspite, donc maintenant les villes du ciel obscur. Nos amis Gloomspite, assez souvent, ils avaient le Fungoid Kev Shaman, qui était déjà extrêmement fort en V2, qui est encore plus fort en V3, parce que la génération de CP, c'est quand même vraiment très très bien maintenant. La plupart du temps, ce perso était caché derrière. Et t'avais toujours le fameux Jean le Preux, là, le petit chef gobelin, qui était un totem. Et bien ce totem, qui n'avait pas une létalité énorme, le chaman générateur de CP derrière, il va lui lancer ce sort sur lui. Le gars, il va aller, comme tu dis, il va tuer une des 5 Kinérailles à l'impact ou avec ses attaques, il va reprendre l'objectif. Et ça, mine de rien, tous les petits héros totems, ça leur donne un nouvel avantage qui n'est pas que balancer leurs aptitudes de commandement, et qui peut être de la prise de table et quelque part un tout petit peu plus de létalité. Je trouve ça vraiment bien. Yes. Ensuite, on va passer au décret de royaume, le rugissement sauvage. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. L'unité qui reçoit l'ordre doit être un monstre. Jusqu'à la fin de la phase, lorsque vous consultez la valeur du tableau de dégâts de l'unité, elle est traitée comme ayant subi 0 blessure. Autrement dit, elle sera toujours à profil plein potentiel. Bon, ça c'est très très fort. Alors c'est très fort, on le voyait, il y avait quand même 2 armées jusqu'à présent qui avaient accès à des sorts qui donnaient ça. C'était les Flash Hitters courtes et les Slave to Darkness. Et c'était les sorts qui étaient quasiment auto-inclus. Tout le monde partait avec son Terrorgeist qui tapait à plein potentiel, ou son Archaon, ou son Seigneur du Chaos sur Manticore qui tapait à plein potentiel. Maintenant, tout le monde y a accès. En aptitude de commandement, donc c'est même pas forcément un sort. À noter que les monstres ne pourront pas se le lancer eux-mêmes. Il faudra qu'il y ait un héros à côté. Mais c'est quand même vraiment très fort pour les monstres qui, pour la plupart, ont des profils dégressifs qui sont assez violents.
Il y en a certains qui vont devenir vraiment très durs à gérer. Je pense notamment par exemple aux Léviadons des Idonettes ou aux Bastiladons des Séraphons, qui sont des monstres dont la sauvegarde dépend de leur tableau. C'est-à-dire notamment le Bastiladon qui est virtuellement indestructible tant qu'il n'a pas perdu suffisamment de points de vie pour le faire passer en tableau dégressif. Et ben aujourd'hui, au prix d'une aptitude, donc d'un point de commandement à chaque tour avec un héros positionné à côté, il va rester virtuellement indestructible. C'est un énorme up pour tout ce qui est monstre, et notamment des armées comme les Ogres ou les Sons of Behemoth qui dépendent quand même beaucoup de leurs monstres et dont la létalité baisse très très vite, ou Morathi, dont la létalité baisse très vite à partir du moment où tu perces des points de vie sur ton tableau dégressif, pouvoir frapper toujours à plein potentiel. Alors c'est un choix qu'il va falloir faire, parce que si tu fais ça, tu fais pas all out defense, tu fais pas all out attaque, donc t'as pas ton plus 1 pour toucher, ou plus ton un sauvegarde. plus 1 sauvegarde. Donc encore une fois, c'est un choix, mais sur les monstres, assez souvent, tu vas quand même choisir ça, parce que ça tape plus fort. Yes, mais au moins la contrepartie, c'est qu'on a vu la règle prédateur et proie qui fait que dès que tu tues un monstre, au moins un par rang de bataille, tu marqueras un point bonus. Ouais. Non, mais je trouve le royaume globalement très équilibré, et il y a quand même un côté fluff qui est assez agréable dedans. On est sur Gur, ils ont voulu mettre les monstres en avant dans cette V3. Commencer, c'est logique, avec un royaume qui te met encore plus les monstres à l'honneur. On serait allé sur, j'en sais rien, Ish, ils auraient mis les archers à l'honneur, j'aurais trouvé ça moins fluff. Voilà, pour rester, on va dire, dans le fluff. Je trouve ça bien sur les monstres. Autre chose amenée justement par les règles de ce royaume, c'est les bataillons de base, puis ils en intègrent deux nouveaux. Le premier, c'est la meute de bêtes alpha. Ça va nécessiter d'avoir 2 behemoths, on peut en avoir jusqu'à un maximum de 3, et ça débloque la règle pisté à l'odeur. Après le placement des armées, mais avant le début du premier round de bataille, vous pouvez faire un mouvement normal de jusqu'à D6 pouces avec chaque unité de ce bataillon. Celui-là, il est quand même très fort. Alors, ce bataillon va être, je pense, extrêmement joué en saison 2021, parce que logiquement, comme c'est un bataillon qui appartient à Gur, quand on passera dans le royaume suivant, en 2022 ou on ne sait pas quand, on le verra plus. Je pense que pour l'instant, il va quand même être vraiment très bien. Avoir 2 ou 3 monstres qui vont se déplacer de D6 au début de la partie. À noter que maintenant, sur la plupart des scénarios, vous êtes à 18 de l'adversaire. Et que la plupart des monstres ont également une bonne valeur de mouvement. Au moins entre 8 et 12, on va dire. Voilà, ça, ou 3 D6, ce qui nous fait pas très loin de 10, encore une fois. Donc bouger de D6, sachant que tu peux avoir, avec ta construction de liste, la possibilité de jouer en premier, pour ensuite refaire ton mouvement, ça va te mettre à portée de charge avec tes monstres quasiment en tour 1. C'est quand même des figurines qui ont tous monté en points, et qui maintenant vont rester à plein potentiel avec l'aptitude de commandement qu'on a vu avant jusqu'à ce qu'ils soient tués, et qui vont arriver au corps à corps pratiquement dès le tour 1. Donc va vraiment falloir faire des bons cordons, sachant que c'est plus dur maintenant avec la nouvelle cohérence d'unité, c'est terminé les cordons qui t'écrandent toute la table. Et donc voilà, Inès. Ouais, même si la table est plus petite, c'est quand même plus dur de coordonner, ça va vraiment nécessiter une science du placement pour ne pas se faire rentrer dedans par 3 Sons of Behemoth très énervés dès le tour 1, ce qu'ils pouvaient pratiquement pas faire avant. Donc c'est un énorme up des monstres que tu ne vas pas payer, parce que ce bataillon, encore une fois, comme je te dis, tu ne le payes pas, je trouve ça bien. En fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'encore une fois, ça ouvre des portes à des gameplays qu'on voyait pas forcément avant. Mais là, le gameplay est évident, les Man Crusher qui savent advance ses charges, ou alors ton Seigneur de Guerre qui charge jusqu'à 18 avec 3D6. Oui, là, t'as l'équivalent de 4D6 quand même. Sachant qu'on rappelle qu'il peut passer au-dessus des figurines qui n'ont pas plus de 4 PV. Donc si vous faites juste votre cordon de guerrier des clans Skaven qui protège tous vos Jedi derrière en se disant c'est bon, je suis tranquille, le truc va vous passer dessus. Et même avec la taille de son socle qui est quand même grosse, si vous avez mal mis votre cordon, il va quand même passer dessus, il va vous faire des charges de l'espace. Je trouve ça globalement bien parce que ça induit, mine de rien, un méta corps à corps. Les monstres, la plupart du temps, ne sont pas des énormes tireurs, même s'il y en a quand même certains qui commencent à faire assez mal au tir, notamment des monstres héros comme Alariel qui ont du dégât flat 6 sur leur lance, ce genre de choses. C'est bien de rajouter, on va dire, du bonus au corps à corps par rapport au tir, parce que les armées de tir, pas les plus interactives, bien cachées derrière, qui pouvaient se dire avant, je suis sûr de tuer les monstres en face. Aujourd'hui, ils sont pas sûrs d'avoir le premier tour, parce que les armées de monstres vont souvent rentrer soit avec ce bataillon-là, soit dans le bataillon qui permet d'avoir une seule pause, et vont être sur nous vraiment très très vite. Donc si on commence à avoir suffisamment de tireurs pour avoir une puissance de feu correcte, sachant que les tireurs vont aussi un petit peu augmenter de manière globale en coût, et suffisamment de cordons pour te protéger, ça devient peut-être un petit peu plus dur aujourd'hui de faire que du tir contre des armées de monstres, et personnellement je trouve que c'est une très bonne chose. On parle beaucoup justement des monstres. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est ce deuxième bataillon qu'ils ont intégré, à savoir le chasseur des contrées. C'est Outsider Expert, marrant de voir un nom en anglais alors que tout était francisé. Ça nécessite d'avoir un minima 2 troupes, on peut en intégrer jusqu'à 3. On rappelle qu'une unité qui n'est pas un leader de l'artillerie ni un behemoth sont alors considérées comme des troupes. Et ça débloque les unités de ce bataillon ne peuvent pas être choisies quand votre adversaire effectue une fureur monstrueuse. Alors la fureur monstrueuse, c'est les aptitudes dont on parlait, que les monstres vont déclencher en fin de charge. Les classiques, stomp, plus 1, enfin le classique, donc piétinement, sur 2 plus des 3 blessures mortelles, ou rugissement, qui permet d'empêcher les aptitudes de commandement.
C'est quand même assez bien si on veut avoir une grosse unité d'infanterie. Par exemple, on va jouer des Mortek Guard qui se prennent par 10. On va utiliser 2 de nos points de renforcement pour les monter à 30. Cette unité-là, tu as mis beaucoup de points et dans la construction de ta liste et en points tout court. Tu as envie de la buffer. Voilà. Et se faire bloquer par un monstre qui va rugir dessus et qui va dire tu pourras pas lui mettre son plus 1 en sauvegarde, du coup ils vont rester en sauvegarde à 4 relançables et je vais les manger. Mine de rien, les immuniser à ça, c'est quand même assez bien. Donc dans un méta où les monstres sont mis en avant, pouvoir contrebalancer ça avec des régiments d'infanterie, pour le coup, je pense de taille assez importante, parce que t'as pas envie d'immuniser 5 tri revenants, tu t'en moques, c'est quand même vraiment pas mal. Et par exemple, tu vois, on parlait aussi des unités de gardiens de but. Pourquoi pas se dire, mes 2 petites unités de gardiens de but, je vais les mettre là-dedans, comme ça, au moins, ils prendront pas un piétinement d'une petite Moratti ou d'un petit Jean Lepreux qui va arriver et leur mettre les D3 blessures mortelles. C'est un contre qui n'est pas débile parce qu'il n'est pas trop fort, mais c'est un contre à tout ce qu'on a vu avant dans le Royaume, et encore une fois, c'est des optiques de jeu supplémentaires et des choix à faire, j'aime vraiment bien. À noter que sur ces bataillons, contrairement aux bataillons classiques, on va dire, qu'on a vu dans le manuel de base, ceux-là ne sont pas spammables, vous ne pouvez les jouer qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas prendre 6 monstres. Alors déjà à 2000 points, t'as pas le droit parce que c'est limité à 4 behemoths, mais vous pouvez pas prendre 4 behemoths et rentrer 2 fois le prédateur alpha. Vous devez le faire qu'une seule fois. C'est bien aussi, encore une fois, tu parlais du fait qu'il y avait beaucoup de garde-fous. Celui-là est intelligent. Ensuite, toujours dans ce pack de bataille, on va avoir les grandes stratégies, ce qu'on a appelé nous les objectifs tertiaires, c'est-à-dire que vous allez là devoir le noter sur votre liste. Donc tu parleras un petit peu de conception de liste et d'optique justement de ces grandes stratégies derrière, et que à la fin de la partie, si on répond à ces conditions, on marque alors 3 points flat. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on retrouve les 3 du livre de base. Ça veut potentiellement dire que de façon saisonnière, ils ont le droit, ou ils s'offrent le droit en tout cas, de changer aussi l'intégralité de celles-ci, puisqu'elles ne seront pas alors répétées. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La première, c'est trancher des têtes à la fin de la bataille. Cette grande stratégie est accomplie s'il n'y a plus de héros de l'armée de départ de votre adversaire sur le champ de bataille. On considère armée de départ les figurines qui n'ont pas été invoquées. Alors ça fait partie des 3 qu'on connaissait avant. Je suis assez mitigé globalement sur la multiplicité des grandes stratégies. Je trouve ça extrêmement bien qu'il y ait ce système-là, parce que mine de rien, 3 points à la fin de la partie, c'est assez impactant. Et quelque part, avant, le fait d'en avoir que 3 induisait un peu une conception de liste. Parce qu'on rappelle, les 3 de base, c'était tuer le général adverse sans que le sien soit mort. Vraiment pas si facile que ça à marquer. Conserver toutes ses lignes de départ. Quand on joue pas, par exemple, que des Ishlaen, c'est nettement pas si simple aussi. Souvent, nos lignes nous servent de cordon, donc elles sont là pour mourir. Ou alors tuer tous les héros d'en face, ce qui n'était pas si facile non plus. Pour le choix, c'est bien d'en avoir d'autres. Maintenant, le problème, et ce sera la même doléance pour les tactiques de bataille, c'est que plus tu en as, plus c'est simple d'en trouver une qui va avec ton armée. Moins, quelque part, tu as choix à faire. Avant, c'était vraiment pas facile de se dire laquelle je vais aller chercher. Il y en a que 3, les 3 sont durs à faire. Là, on verra qu'il y en a qui sont quand même un peu plus simples. Couper la tête qui t'oblige à tuer tous les héros de l'armée adverse. Aujourd'hui, on va souvent voir des listes avec 3, 4, 5 héros, dont souvent un petit héros totem, buffer bien caché au fond. C'est pas si facile que ça à aller chercher, surtout si vous jouez pas de tir. Et puis surtout aussi si ton adversaire s'adapte, c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'à l'époque il y avait des ressources que de toute façon il s'en foutait, il allait te les donner. Maintenant il sait que t'as ça, Ouais. il est tour 3. Déjà il se dit, bah attends, déjà je vais lui niquer un objectif parce que je vais être joueur numéro 2, et en plus de ça, plutôt que d'aller se faire d'attrition ou aller essayer de faire quelque chose avec un objectif, je vais jouer défensif ces personnages. Ce qui est génial en fait. Ce qui est très bien, notamment parce que la grande stratégie vaut 3 points, c'est l'équivalent d'un tour complet de scoring sur les objectifs, donc ce que nous on appelle le primaire. Donc mine de rien, c'est comme si tu jouais, si tu l'as réussi, un 6e tour où tu scores tes 3 points. C'est vraiment pas négligeable, donc ça se prend en compte dans la liste. Et ce qui est très intéressant aussi, pour le coup, c'est que tu n'as pas de modularité sur ta grande stratégie. Tu l'écris sur ta liste, donc si tu vas en tournoi, tu joues avec tout le long. Donc si tu t'es trompé, tu perds 3 points sur chaque game. Alors, sur un tournoi, en général, tu en as 4 ou 5. Donc il ne faut pas se planter et il faut quelque part construire sa liste autour de ça. Maintenant, dans les nouvelles, il y en a qui paraissent peut-être un peu plus simples à réaliser que les 3 que tu avais de base. C'est bien pour les choix, mais moins de chances de se tromper dit que ça va être plus facile à faire si à chaque fois tu te retrouves à marquer ta tactique et qu'à chaque fois ton adversaire la marque aussi. Au final, si tout le monde gagne 3 points, est-ce que ça a un réel intérêt? Mais c'est quand même bien que ce soit là. Yes, là où je trouve qu'encore une fois c'est bien, c'est qu'on va avoir les objectifs qu'on appelle primaires qui sont liés justement au scénario. Encore une fois, si on contrôle un objectif 1 point, si on contrôle de 2 points, si on contrôle plus que son adversaire, un 3e point potentiellement bonus, ou un 2e point, ça dépend vraiment s'il en avait un. Sinon on en avait un lui par exemple 0. Mais on va dire que 1, objectif primaire, c'est scénario dépendant. 2, c'est adversaire dépendant, parce que finalement, c'est quelque chose qui va durer sur le round. Ouais. Et là, la grande stratégie est liste dépendante. Ouais, donc finalement, on couvre les 3 parties, et ça, je trouve aussi que c'est intéressant. C'est bien. Pour découvrir les nouvelles, puisqu'on les a déjà toutes décrites au niveau de celles qui sont génériques, on va avoir la présence dominante. À la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a plus d'unités de votre armée de départ sur le champ de bataille que d'unités de l'armée de départ adverse. Celui-là peut être
compliqué à marquer si vous avez une armée vraiment avec, par exemple, Sons of Behemoth, tu as 4 unités, tu vas pas forcément aller chercher ça là. Par contre, si tu as décidé de la marquer systématiquement, c'est assez simple au niveau de la création de la liste d'avoir une multiplicité d'unités MSU ou ce genre de choses. Alors notez que si t'en as trop, tu rentres plus dans les bataillons one drop ou ce genre de choses. Mais elle paraît quand même globalement, à premier abord, plus simple à marquer que les autres, surtout que tu as quand même un effet boule de neige avec ça. C'est-à-dire que si tu as enfoncé ton adversaire, tu as plus d'unités que lui à la fin, tu vas l'enfoncer encore plus en lui mettant 3 points. Alors que si tu t'es fait raser, tu te fais raser encore plus parce que ces 3 points, tu les marqueras là. C'est pas ma préférée. Ça va exactement dans le sens aussi du maître des bêtes, puisque à la fin de la bataille, cette grande stratégie sera accomplie s'il y a encore un ou plusieurs monstres de votre armée de départ sur le champ de bataille. Alors, tu vois, par exemple, typiquement, tu joues Sons of Behemoth ou tu joues Ogre avec la fameuse liste des cavaliers de l'Apocalypse, tu la prends celle-là. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus simple à marquer que le fait de tuer le général sans perdre le tien, sachant que ton général il sera allé au charbon, ou d'avoir conservé tes lignes, sachant qu'en général, tes lignes, c'est des pauvres crocs de sable qui se baladent à droite à gauche. Ça là paraît simple. Voilà. Donc il y a des armées de monstres qui vont aller systématiquement la chercher et les autres la prendront jamais. Voilà, ça fait pas partie, encore une fois, de celles que je trouve vraiment réfléchies. Je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, ce qu'on disait en fait sur l'aspect un petit peu snowball, donc boule de neige, c'est qu'en fait celle-là est binaire. C'est-à-dire que si t'as plus de monstres, tu t'es fait raser, de toute façon, tu vas même pas sauver les 3 points potentiels du fait ouais mais c'est pas grave, je lui ai tué son général. Ouais. Ensuite, on va avoir précieuse sorcellerie, puisque à la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie s'il y a encore un ou plusieurs sorciers de votre armée sur le champ de bataille. Même chose. Même chose, mais elle n'est pas si facile que ça à marquer, sauf par exemple pour des armées où tout le monde est sorcier. Alors, pas les nommer, on les connaît, hein, mais effectivement, quand tu as des armées où toutes tes unités sont des sorciers, où tu peux aujourd'hui jouer des unités de jusqu'à 30 figurines dans l'unité, tu te dis qu'il y a quand même des chances de réussir à en conserver une et donc d'avoir des sorciers. Donc encore une fois, celui-là, soit tu ne le prends jamais parce que tu n'as pas de sorciers dans ta liste, soit tu le prends systématiquement parce que tu as que des sorciers en ta liste. Donc le choix réellement induit au début que tu avais avec les 3 premières, de se dire est-ce que je vais réussir à tuer tous les héros, est-ce que j'ai assez de sniping, est-ce que j'ai assez de projection, est-ce que mon général est assez tanké, est-ce que je peux aller tuer le général de mon adversaire, ou est-ce que mes lignes ne vont pas me servir que de cordon, je pense que tu perds un peu de l'intérêt du choix avec ça. Je pense que celles-là sont quand même très orientées Gur, et que comme tu l'as dit, il y a des chances qu'avec le futur pack de saisonnalité, ça change. Mais aujourd'hui, elles me paraissent plus simples à marquer que les 3 génériques. Yes, ensuite on va avoir pilier de croyance, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut que un ou plusieurs prêtres de son armée aient survécu. Alors ça là, commence à être difficile à marquer parce que tu n'as déjà pas tant de prêtres que ça dans le jeu. Quand on a vu les nouveaux pouvoirs des prêtres, tout le monde est allé sur Warscroll Builder, a fait une recherche avec le mot-clé prêtre et a regardé qui était. A noté que Nagash, qui l'avait, l'a perdu dans le Soulblight, donc il n'est plus prêtre. Je sais pas, t'as pas fait de review. Mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, celui-là est très dur à marquer. Parce qu'à moins de builds très spécifiques d'armée, je pense notamment au Daughter of Cain, où les chaudrons sont des prêtres, où tu pourras jouer 2 chaudrons qui sont quand même des unités qui frappent très fort et qui sont assez tanky, il est quand même pas simple à aller marquer. Tu peux aussi jouer par exemple en Séraphon ou en Corne, avoir un perso buffer qui est prêtre et essayer de te dire que tu vas le cacher, mais ton adversaire il sait que t'as ça, t'as pas 50 prêtres dans ta liste, il va les flinguer pour t'enlever 3 points. Donc celui-là me paraît pour le coup très compliqué. Yes, et enfin, domaine du prédateur à la fin de la bataille, cette grande stratégie est accomplie si vous contrôlez plus de terrain que votre adversaire. Alors celui-là il est assez original parce que contrôler un terrain n'est pas contrôler un objectif. Alors un terrain se contrôle de 2 manières. Soit vous avez un terrain défendable, donc les garnisons. Si vous avez des figurines en garnison, c'est vous qui le contrôlez, rien de très compliqué. Ou alors un élément de terrain classique, vous le contrôlez de la même manière qu'un objectif, mais à 3 pouces au lieu de 6. Et mine de rien, ça induit vraiment quelque chose de totalement différent. On n'avait pas l'habitude de se battre pour contrôler des terrains. Quand on a pas mal d'unités, et qu'on se dit, aujourd'hui, Games nous dit qu'il faut avoir 8 terrains. Donc 8 potentiels objectifs que votre adversaire va quand même très souvent pas chercher à les contrôler pour vous empêcher de marquer 3 points parce que ce serait trop compliqué pour lui à mettre en place. Si vous avez plein de petites unités, les gardiens de but, ce genre de choses, ils peuvent très bien contrôler un objectif et contrôler le petit terrain dans lequel ils sont cachés ou ce genre de choses. Celui-là, en fonction de la liste, il est vraiment pas mal et ça rajoute, on va dire, une couche de gameplay supplémentaire. Je l'aime vraiment bien lui. On passe ensuite aux tactiques de bataille, ce que nous on a appelé les objectifs secondaires. Au début de sa phase de héros, on doit en choisir un. Historiquement, il y en avait 6 dans le livre de base, maintenant il y en a 8. Sur une partie, on ne peut pas choisir 2 fois le même. Et si cet objectif est réalisé à la fin du tour ou du round, alors on va marquer, dépendamment du scénario, à peu près 2 points. C'est vraiment très bien les tactiques de bataille, ça apporte quand même beaucoup de points sur le scoring global d'une partie. Avant, c'était limité à 10. 2 points par tour, 5 tours, 10 points. Là, on va voir... Jeu de mouvement prime. Jeu de mouvement. Là, on va voir que si vous avez des monstres, vous pouvez aller marquer sur la plupart de ces tactiques de bataille jusqu'à 3 points. Donc vous pouvez marquer, si vous alignez les planètes et que vous faites les 5 ou les monstres, vous rapportez un point supplémentaire, 15 points d'objectif secondaire, ce qui est autant pour la plupart des scénarios que l'objectif primaire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien. Ensuite, encore une fois, c'est des choix à faire, parce que tu dois le déclarer au début du tour.
le dire à ton adversaire évidemment, et tu dois le finir à la fin de ton tour. Donc tu as quand même vraiment intérêt, à savoir ce que tu vas faire pendant ce tour-là, et pas te laisser porter par tes jets de dés ou ce genre de choses, et deux, pas te tromper dans ce que tu vas faire avant. Alors ils ont tous changé par rapport à ceux qu'on avait dans le bouquin de base, et même s'il y en a 2 de plus, et que donc globalement tu vas moins être coincé par tes choix, parce que sur 5 tours, en faire 5 sur 8, c'est plus simple qu'en faire 6 sur 5. Avant, des fois, tu te retrouvais coincé, parce que par exemple, tu choisissais pas tuer le général, tu le butais parce que l'opportunité se présentait, et tu étais coincé parce que tu pouvais plus jamais le marquer. Et tu te retrouvais T3, T4 ou T5 à plus avoir d'objectifs à faire, parce que ceux que tu pouvais déjà faire, tu les avais déjà fait, et les autres, tu pouvais plus. Notamment tenir le centre ou tuer le général. Là, il y a moins d'objectifs basés sur l'attrition. Avant, tu en avais quand même 3 sur 6 qui te demandaient de tuer une unité de l'armée adverse. C'est pas non plus le truc le plus réfléchi. Là, il y a un peu de tout. Il y a de l'attrition, il y a du contrôle, il y a de la course, il y a tuer le général, il y a avoir des monstres, etc. Et on voit quand même encore une fois qu'on est chez Gur et que Games a envie que les monstres soient joués. Déjà, tu regardes les illustrations de la page, c'est un Shaman Iron Joe et un Warstomper Sons of Behemoth. C'est quand même la page où la destruction est content. C'est quand même les armées où il y a le plus de monstres, les armées de la destruction. Et encore une fois, le fait d'avoir des monstres qui vont faire des objectifs, ça peut te rapporter vraiment un énorme différentiel de points. Parce que tous ceux où tu vas marquer 2 points, si c'est un monstre, tu vas en marquer 3. Et mine de rien, si tu arrives à le faire sur 5 tours, c'est 5 points de victoire en plus. Et je pense que ça va faire toute la différence entre une belle victoire ou une défaite à pas grand-chose parce que tu n'as pas de monstre dans ta liste. Et on précise encore une fois que dans cette saison-là, dès que tu tues un monstre, tu récupères un point. Donc, tu as aussi justement une contrebalance par rapport à ces orientations de liste qui sont méta-monstres, on va dire ça comme ça. Le système de scoring est un peu plus complexe qu'avant, alors qu'en termes de jeu égal est pour moi une excellente chose. Par contre, c'est vrai que les toutes premières parties, tu as bien intérêt à avoir ton bouquin et à tout noter, parce que le primaire, je contrôle ça, le secondaire, j'ai fait ça, et je l'ai fait avec un monstre, etc. Honnêtement, il y avait des secondaires avant. Ils étaient générés aléatoirement, c'était quand même pas hyper intéressant comme système. La plupart du temps, tu les prenais pas. Voilà. Là, ça fait vraiment partie du core rules, donc tu dois les jouer. Et franchement, c'est un ping-pong qui est hyper intéressant entre ton adversaire et toi, parce que non seulement tu vas chercher à marquer les tiens, et tu vas quand même essayer de te mettre dans une situation où tu vas essayer d'empêcher l'autre de marquer les tiens. Et ça sera des choix, c'est-à-dire que tu vas peut-être augmenter ta tankiness pour l'empêcher de marquer des points à ce tour-là, quitte à te priver de ressources, d'aptitude de co, de soins par exemple, ailleurs. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais, c'est vraiment très bien. Après, tu sens qu'il y en a 8. Déjà, avant, il y en avait 6, maintenant, il y en a 8. Ils sont vraiment orientés sur Gur, donc je pense que ceux-là ne dureront que sur cette saison-là. Il faudrait pas que tu aies une multiplicité de tactiques de bataille, que par exemple les Battle Tom t'en rajoutent ou ce genre de choses, parce que plus il y en a, plus ce sera simple de les marquer. Et c'est un peu la même chose que sur les grandes tactiques. Si à chaque fois tu marques tes 2 points, et que tout le monde le fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si c'est difficile de les marquer, donc que tu as vraiment des choix intelligents qui sont à faire, et que ton adversaire doit les faire aussi, et qu'à chaque fois tu as quand même, je vais me battre pour le contrôle des objets, mais je vais aussi me battre pour la réalisation des secondaires, d'un côté comme de l'autre, ça va rendre les games vraiment hyper intéressants. Je suis complètement d'accord avec toi. On va quand même aller regarder. Le premier, c'est rang brisé. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez une unité de ligne de l'armée de départ adverse sur le champ de bataille. Et en gros, cette tactique sera considérée comme ayant été réussie si jamais cette unité ligne est détruite. Et si elle est détruite par une attaque d'un monstre ou une aptitude d'un monstre, alors on gagne un point supplémentaire. Ça, c'est super. Parce que déjà, ils ont bien précisé ce qu'était une unité de ton armée de départ. Et ça, c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce nouveau bouquin ou dans ce manuel général, c'est qu'à chaque fois que tu as des mots-clés comme ça, tu as le petit encart qui t'explique ce que c'est. Une unité de départ, c'est une unité qui n'a pas été invoquée, ou une unité qui n'a pas été détruite et ramenée. On pense par exemple au Gloomspite ou aux morts-vivants avec les fausses communes qui peuvent ramener des unités détruites. Ce ne sont pas des unités de départ. Donc la plupart du temps, tes lignes de départ, c'est soit tes cornons, soit tes gardiens de but. Donc c'est pas les unités les plus tanky du jeu, sauf si tu as décidé, on parlait des Mortec tout à l'heure, mais de faire une grosse unité qui du coup va essayer de tenir ça. Mais si tu as une grosse unité, les 2 petites à côté, c'est quand même des points qui sont faciles pour l'adversaire. Surtout faciles à gérer au tir. Mais si tu fais l'effort d'aller le gérer avec un monstre au corps à corps, tu marques un point de plus. Et si à chaque fois, à chaque tour, tu marques un point de plus, ton adversaire va faire 10, tu vas faire 15. Mine de rien, il y a un gros delta encore une fois. Là, c'est pratiquement 2 tours de scoring de primaire. Donc celui-là, c'est pas le plus dur à faire, mais il y a un vrai effort à aller le faire avec un monstre. Et encore une fois, tu exposes ton monstre, et s'il meurt, ton adversaire marque un point. Vous voyez, vraiment, c'est très intéressant. Ensuite, on va avoir conquérir. Lorsque vous révélez cette tactique de bataille, choisissez un pion objectif du champ de bataille contrôlé par l'ennemi, et si jamais vous le récupérez à la fin de votre tour, alors vous récupérez les points. Là, il n'est pas question d'aller le voler avec un monstre, ainsi de suite. Celui-là est le même que tu avais dans le bouquin de base. C'était une des tactiques de bataille les plus compliquées à faire. Parce que la plupart du temps, en tout cas sur les scénarios qu'on avait, t'avais que 3 ou 4 objets, donc c'était non plus pas si simple d'aller chercher celui-là. Et là, on se rappelle qu'on a quand même vraiment intérêt à le faire en début de partie, parce que si tu le fais au-delà du tour 3, et qu'en plus le gars a zigouillé un objectif, il peut devenir très dur à marquer. Donc ça fait partie des objectifs que tu as envie de faire au début,
où tu n'es pas obligé d'avoir un monstre pour le faire. Il n'est pas si facile que ça à marquer. Et encore une fois, tu as intérêt à vraiment être sûr de ta stratégie et de ton plan de jeu sur l'ensemble des tours. Si tu ne le prends pas au début de game, où parfois il est assez facile à marquer, je pense typiquement, tu as 5 Kynera et qu'on fait sur un œuf, bah toi tu vas les mettre 6 flics, tu vas le récupérer. Plus la partie avance, plus il va être dur à marquer. Ensuite, on va avoir tué le seigneur de guerre. C'est le fait que si jamais sur un tour dans lequel on va déclarer on tue le seigneur de guerre, on marquera les points. Et si on le tue avec un monstre, alors on marquera un point de bonus encore. Alors celui-là, dépendamment de la liste de l'adversaire, il va quand même être très dur à marquer. Aujourd'hui, des tests qu'on a pu faire, les gros héros nommés, ou même les gros héros pas nommés, mais sur des monstres, ce genre de choses, sont vraiment extrêmement résilients. Quand c'est eux les seigneurs de guerre, il va vraiment pas être simple à aller marquer celui-là. Ce qui avant était compliqué, parce que tu en avais 1 sur 6 qui était difficile à marquer, aujourd'hui tu en as 1 sur 8 qui est difficile. Donc mine de rien, c'est moins grave que celui-là soit difficile à marquer parce que tu auras d'autres options à côté. Ensuite, on va avoir avance féroce. On va choisir 3 unités différentes de son armée de départ. Celles-ci vont devoir faire une course et elles vont devoir finir ce mouvement-là à 3 pouces les unes des autres. À savoir que si jamais ce sont des monstres, alors ça sera un point de victoire bonus. Il paraît compliqué à marquer celui-là. Déjà, je pense qu'il se marque pratiquement côté 1. Parce qu'après 3 unités, tu n'auras pas non plus des armées avec 15 unités dedans. Hein. Donc 3 unités qui courent, donc qui ne peuvent pas tirer ou pas charger, à moins d'avoir des règles qui permettent de courir et charger ou des palinacifs, ce genre de choses, c'est quand même une grosse partie de ton armée qui ne va pas servir. Donc T1, c'est globalement assez facile à faire. Tu vas aller te mettre avec tes 3 unités, tu vas te précipiter si tu ne peux pas charger l'adversaire, parce qu'on a vu qu'avec les mouvements de monstres, les zones de no man's land entre les deux armées qui sont plus courtes, tout ce genre de choses, celui-là me paraît vraiment compliqué à les marquer. Et au T5, où tu peux te dire que globalement c'est de la micro-gestion pour le contrôle de points, je pense pas que tu aies 3 unités qui peuvent se mettre les unes à côté des autres, à moins que tu aies vraiment rasé devant un adversaire. Celui-là me paraît très dur à marquer. Yes, ensuite on va avoir mise à mort. Lorsque vous résolvez cette tactique de bataille, choisissez un monstre ennemi sur le champ de bataille, vous accomplissez cette tactique. Si l'unité est détruite pendant ce tour, si le monstre ennemi est détruit par une attaque d'un monstre, alors ça sera un point bonus. Alors celui-là il peut coûter mine de rien très cher, parce que tu prends, il vaut 2, tu le tues avec ton monstre, il vaut 3, comme on est en Gur, tu as tué le monstre adversaire, il vaut 4. Je pense que celui-là, tu vas le marquer assez souvent, parce qu'on va pas se mentir, je pense que des monstres vont en voir beaucoup. La question, c'est quand est-ce que tu vas le faire, quoi. Et encore une fois, si par exemple dans l'armée de ton adversaire, il y a un seul monstre Behemoth qui est à la fois son général, type Archaon ou Nagash, tu n'auras pas 50 monstres à côté de ces deux-là, ils valent quasiment 1000 points. Et ben tu ne pourras marquer que celui-là ou le général. Déjà, tu vois, tu ne pourras pas marquer les deux. Donc, dépendamment aussi de la liste d'armées de ton adversaire, va vraiment falloir choisir. Si par exemple j'ai que 2 monstres, tu vas pas claquer la destruction du monstre pour aller le tuer si son monstre est aussi son général. Tu vas devoir claquer la destruction du monstre, aller tuer le deuxième monstre pour garder le général, pour tuer le gros perso. Tu as des choix à faire et je pense que si tu te trompes trop sur ces choix-là, tu peux te retrouver très vite à plus avoir d'objectifs à marquer au T3 ou au T4 et ça peut être le drame parce que tu vas perdre les 4 à 6 points potentiels, dépendamment si tu le fais avec des monstres ou pas, alors que ton adversaire, lui, même si tu es en train de le battre, il va toujours réussir à les marquer. Il va vraiment falloir penser à beaucoup de choses. Ça rend le système de scoring beaucoup moins binaire que ce qu'il était avant, de j'ai plus d'objectifs, j'ai gagné. Je trouve ça vraiment très bien. Yes, et encore une fois, alors après c'est peut-être un petit peu extrapolé, mais tout comme au poker, quand tu sais les cartes qui sont déjà tombées, quand tu sais que tes tours 4, il a déjà cramé justement 3, il ne reste que 5 à choisir, et ben peut-être que ton Archaon, tu dois le jouer en défensif. Alors après, là on parle de figurines qui valent beaucoup de points, mais certains monstres en tout cas, juste certains monstres, tu les joueras en défensif. Et encore une fois, c'est un choix de plus, et tu peux potentiellement ne pas jouer l'attrition, mais priver ton adversaire de marquer des points. Et ça, c'est cool. Il y a des fois où, par exemple, typiquement, ton général sera mort. L'adversaire pourra plus faire ça. Il aura plus assez d'unités pour courir et les regrouper. Tu n'auras plus de ligne. Il va te rester un monstre. Donc la seule chose qu'il va pouvoir faire, c'est celui-là. Tu sais, tu fais le calcul, il n'y en a que 8, c'est pas non plus très compliqué de voir ce qui reste. Effectivement, il peut faire plus que celui-là. Il me reste un monstre. Le monstre n'a pas intérêt à aller prendre un objectif, par exemple, j'en ai pas besoin. Comme tu dis, il va s'enfuir. Voilà. Yes. Ensuite, on va avoir expansion agressive. En gros, quand on va le choisir, on va déclarer 2 objectifs du champ de bataille qui ne sont pas dans nos territoires. Et si jamais on les contrôle à la fin du tour, alors on marquera les points. Relativement facile à marquer au tour 1, si tu commences. Encore une fois, ça donne de l'intérêt au fait de commencer au tour 1, ce qui n'était quand même pas le cas avant. En général, on essayait d'avoir le moins de pauses possible pour laisser son adversaire commencer. Déjà parce que la plupart du temps, il ne pouvait pas nous charger. Ensuite, parce que si on jouait contre une armée de tir et qu'elle n'avait pas une portée de 48 pouces, on essayait de se mettre hors de portée et donc on prenait pas trop cher, et surtout pour se laisser l'opportunité de faire le double tour. Aujourd'hui, tu as peut-être moins envie de faire ça, parce que mine de rien, l'adversaire, t'es plus près. Il peut bouger ses monstres, il peut quasiment t'impacter T1, et il peut marquer notamment cet objectif-là assez facilement. Et comme je pense qu'on va vraiment se battre sur tous les secondaires pour être sûr d'essayer de marquer les siens et d'empêcher l'autre, là tu lui donnes clairement tout le scoring primaire parce qu'il va prendre la table, et ce scoring secondaire qui va être extrêmement facile à faire. Donc tu commences la partie, tu lui as déjà filé 5 points, ou 6, dépendamment de s'il a fait un truc avec un monstre ou pas.
C'est bien parce que ça va obliger à réfléchir sur comment je stack mes tactiques de bataille au fil des tours et est-ce que le premier tour il est automatiquement laissé à l'adversaire ou pas. Je pense que c'est moins le cas qu'avant. Ensuite, on va avoir monstre accapareur. En gros, si on le choisit, on va choisir un monstre de son armée et on remplira cet objectif si le monstre conteste un objectif et que s'il n'y a pas de monstre lui-même sur cet objectif. Attention, on parle ici de contester et pas de contrôler. Ouais, donc pas de monstre adverse, c'est vraiment smoke sur son trésor, quoi. C'est je vais prendre mon pion d'objectif. Encore une fois, relativement facile de le marquer T1. Tu vas aller là où il n'y a pas forcément de monstre adverse. Comme tu as dit, c'est pas forcément du contrôle, c'est le fait de contester. Donc même si tu n'as pas l'objectif parce que tu as 40 Mortex, 30, 40 c'est terminé. Si tu as 30 Mortex sur l'objectif d'en face, mais que toi tu as ton abomination de Malphos par exemple qui est dessus, bon déjà elle va les laver, les Mortex. Mais si elle les lave pas, elle contestera l'objectif. Donc, même si elle compte plus pour 5 et que tu ne le contrôles pas, tu vas quand même marquer ton secondaire. Encore une fois, quand tu as des monstres dans ton armée, celui-là est quand même relativement facile à marquer. Il vaut son petit pesant de points, il est bien. Yes, et le dernier, ça va être faire de lance sauvage. Vous accomplissez cette tactique de bataille s'il y a au moins 2 unités de votre armée de départ qui sont entièrement dans le territoire adverse à la fin du tour. Si au moins 2 de ces unités sont des monstres, vous marquez un point bonus. À noter que, on le verra tout à l'heure, mais beaucoup des scénarios ont vu leur zone de territoire changer. Maintenant, pour encore une fois beaucoup mais pas tous, la zone de territoire, c'est la zone de déploiement. Ouais, alors quand c'est la zone de déploiement, il n'est pas facile à marquer. Quand c'est la moitié de la table, parce que tu en as quand même encore un certain nombre où c'est la moitié de la table, il se combine vachement bien avec le bataillon qu'on a vu avant, où tes monstres vont bouger de D6. Après, ils vont faire un tout petit mouvement normal, ils vont être dans le territoire adverse, hop là, les points ils sont marqués. Encore une fois, Games insiste sur le fait qu'il faut jouer des monstres dans cette version, en tout cas dans cette saison. Honnêtement, c'est quand même, pour la plupart du temps, des belles figurines, qui ont des rails qui sont assez folles, qui ont un impact au corps à corps que tu as envie de voir sur une table. C'est plus plaisant graphiquement et plus intéressant aussi en termes de jeu avec tout ce qui a été amené, de jouer des monstres plutôt que de jouer des énormes pavés d'infanterie. Et c'est bien que toutes les règles, des grandes tactiques, au contrôle d'objectifs, aux tactiques de bataille, etc., poussent dans ce sens-là. J'aime bien. Ensuite, on part justement sur une proposition de feuille de score de Games. Ouais, ça a le mérite d'être là, parce que mine de rien, c'est plus compliqué de tenir ses points d'objectif qu'avant. Parce que tu dois le primaire, le secondaire, le tertiaire en cours. Tu écris tout sur la fiche. Donc il n'y a pas de changement de... on les connaît à la fin de la partie. J'ai marqué 2 points parce qu'au T2 j'ai pris ça. Ah non, t'avais... Voilà, là maintenant c'est écrit. La seule petite doléance par rapport à ça, mais ça c'est le système classique de Games, c'est que malheureusement, encore une fois, malgré le système beaucoup plus intelligent de marquage de points, tu es toujours sur un truc très binaire de victoire majeure, victoire mineure en fonction du nombre de points que tu as. Tous les orgas de tournoi adapteront ça. Et maintenant que tu as un vrai scoring vraiment développé, j'espère qu'on arrivera sur un système proche des Worlds ou ce genre de choses, où vraiment chaque point va compter. Voilà. Aujourd'hui, tu gagnes un scénario si tu as plus de points que ton adversaire, tout pris en compte, et tu gagnes, entre guillemets, directement 20-0. Je pense que quand on aura adapté ça, ce sera vraiment super sympa de ne plus avoir le côté très binaire, et la fiche de score qui a le mérite d'être là est bien foutue. Yes, après, on peut aussi s'inspirer du modèle américain, puisque historiquement, on avait nous l'OTC où tu ramenais le score sur 20, alors qu'en ITC, je parle plus pour la partie Warhammer 40 000, tu gardais ton score intégral. C'est bien aussi ça. Et donc là, pour le coup, chaque point compte, puisque oui, notamment en équipe, ou même sur une journée de différentes parties, les points que tu avais gagnés sur ta première game où tu t'es battu en sacrifiant ton héros et ainsi de suite, bah, ils vont peut-être te faire gagner des places. Mais ce qui est super intéressant avec le nouveau système de scoring de la V3, et honnêtement, je pense que ça va induire beaucoup de changements dans la création de listes, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des listes, on fait encore des listes V2, et on les adapte aux trucs évidents de la V3, gros héros, gros monstres, magie, sort persistant, les trucs mais qui pas sautent aux façon yeux. de marquer les points. Mais pas forcément sur le scoring. Mais tu peux très bien gagner une game aujourd'hui en n'ayant quasiment aucun point de primaire, si tu as marqué tous ces secondaires avec des monstres par exemple, donc tu as marqué 15 points, plus ta grande tactique, tu marques 18, tu n'as pas pris un point de primaire, l'autre il a pris ses 15, il y a quand même 18 à 15 pour toi. Donc il y a une énorme partie du scoring qui vient des choix que tu as fait, de la liste que tu as faite, et pas uniquement du contrôle de table. Je trouve ça vraiment super bien. On passe maintenant au plan de bataille, ni plus ni moins que les scénarios. Ici, il y en a 12 très différents, aussi bien justement au niveau de la répartition des objectifs que des déploiements. Et ça, c'est assez intéressant. On va pas tous se les lire, mais on va quand même justement pouvoir en discuter un petit peu, puisque déjà, on le rappelle que maintenant la taille minimum des tables, c'est 60 pouces en large contre 44 en hauteur, et que donc ici, il n'y a pas d'espace minimum indiqué au niveau du déploiement, les tables sont juste découpées en 4 parties. Donc, si on prend par exemple le premier, c'est-à-dire marquer le territoire, on voit que là, la table est donc divisée en 4 parties de 11, qui fait que là, théoriquement, comme le déploiement s'effectue entièrement dans son territoire, alors on est séparé de 22. Sur d'autres scénarios, là pour le coup, la table et les zones de déploiement sont juste divisées en 2. Mais non, on a quand même une restriction et ça va être encore beaucoup plus intéressant au niveau justement de l'alternance de pause, puisque là on ne pourra pas se déployer à moins de 9 pouces du territoire ennemi. C'est là aussi que tu vois qu'il y a une contrepartie au fameux bataillon une pause, parce que ce bataillon une pause
qui sonne comme très fort à premier abord, t'oblige à enchaîner toutes tes pauses. Donc, sur certains scénarios, quand tu as enchaîné toutes tes pauses, tu laisses quand même vraiment l'adversaire libre de se déployer où il veut en fonction de toi, et tu peux très bien te retrouver à avoir un super premier. Et l'adversaire s'est déployé vraiment plus loin, par exemple, de tes armes de tir, ou alors de manière hyper agressive devant, où tu es obligé de prendre le premier tour, mais tu sais que derrière, tu peux te prendre un potentiel double tour. Les 2 pouces d'écart sur le No Man's Land que tu as sur le scénario classique, notamment par exemple le premier, où tu es à 22 par rapport à 24, mine de rien, ça change quand même un certain nombre de choses. Parce qu'avant, la plupart des monstres ayant un mouvement autour de 12, ils ne pouvaient pas charger à 24, même si tu étais vraiment collé à la ligne, parce que tu étais à plus de 24. Donc 12, tu n'étais plus éligible à une charge qui était à plus de 12. Maintenant 12, la charge elle est à 10. Pas pour ça qu'elle va forcément rentrer. Mais mine de rien, avec la relance ou ce genre de choses, tu peux plus tenter d'impacter au premier tour. On rappelle encore une fois que tout le monde a accès à un bataillon générique pour avancer de D6. Donc mine de rien, les distances se réduisent. Et sur les autres scénarios où, comme tu as dit, les territoires sont très proches les uns des autres, alors il y en a certains, c'est Tetris. C'est vraiment, les territoires, ils sont assez alambiqués. Et encore une fois, comme tu n'as aucune unité de mesure, parce que les plans qui sont donnés sont adaptables quelque part à toutes les dimensions de table. Donc, ils ne te disent pas 12, 18, ce genre de choses. Ils te disent un quart de table, un sixième, un huitième. Bon, il y a des fois, il va falloir un petit peu réfléchir. Mais cela, tu es à 18, tu vas impacter très vite et très fort. Donc, c'est sympa d'avoir ça. Les 12 déploiements sont quand même assez différents. La plupart, c'est du marteau enclume ou de l'aube de guerre assez classique. T'en as un ou deux, encore une fois, qui sont assez alambiqués. Bon, ceux-là, à déployer, ça va un peu être un cauchemar. Après, en termes de scoring, sur la plupart, tu as le fameux je contrôle un objectif, je marque 1. Je contrôle au moins 2 objectifs, je marque 1 de plus. Je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire, je marque mon 3e point et ça s'arrête là. Après, tu as le classique 1, 2, 2, 4 pour aller chercher l'objectif d'en face. Il nous le volait celui-là. Il nous le volait celui-là. Tu as le classique, le héros va contrôler va ramener des points en fonction du nombre de tours auquel il le contrôlera. Voilà, tu as des choses qui n'ont pas changé. Tu as toujours le fameux objectif mouvant où tu as un objectif alpha qui va coûter plus cher que les autres. Mais la plupart du temps, sur la plupart des scénarios, c'est le désormais classique contrôle de la V3 où tu vas marquer que 3 points de primaire. Mine de rien, ça donne aussi beaucoup d'importance aux autres points que tu vas marquer. Tu vas vraiment te battre pour tous les moyens de marquer des points. Et on rappelle qu'au 3e round de bataille, le joueur 2 peut choisir d'enlever un objectif. Et c'est ça qui est vachement bien, par exemple, sur le premier scénar, qui est la mort subite classique. En général, pas le scénario qu'on préfère en tournoi, mais je me suis demandé, est-ce qu'ils ont mis la mort subite sur les 4 objectifs ou sur tous? Et ça qui est bien dans cette nouvelle version, c'est que tout a été pensé, t'as l'impression. Et il écrit tous. C'est-à-dire que, mine de rien, à partir du moment où ton adversaire peut te mettre une mort subite, si tu le laisses jouer en second, il peut aussi cramer un des objets et te mettre la mort subite sur seulement 3. Donc c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc mine de rien, ça a été bien pensé. Et sur tout un tas de scénars, ça a été bien pensé. C'est vraiment bien spécifié que tu perds le contrôle des objectifs des héros quand tu retreats tout ce genre de choses. C'est plus mature. Voilà, et je trouve ça vraiment bien dans cette version. On a fait le tour de tout ce qu'on va couvrir dans cette vidéo. Il nous reste à voir la partie des sorts persistants qui fera l'objet d'une vidéo spécifique. On fera aussi une vidéo vraiment de factions découvertes sur lequel on va reprendre l'intégralité des 27 Battle Tomes avec justement la modification des coups en point où ça nous permettra un petit peu justement de sentir l'ADN de ce qui va se dégager au sein de ces Battle Tomes sur cette saison-là en attendant soit une réédition des Battle Tomes ou l'évolution du méta, ce qu'on ne peut pas encore connaître. En tout cas, c'est quand même quasiment que du positif et on sent qu'on a un contexte qui est sain pour bien débuter cette version et ça fait plaisir parce que c'est rare et bah on le voit mais même sur d'autres jeux ou même là le fait qu'on ait un bouquin où pour 32 balles prix indicatif Game Workshop on a un beau bouquin qui est clair avec une ergonomie qui est un petit peu revue par rapport aux règles et par rapport au contexte global des parties et comment on gagne une game, je trouve ça génial. T'as plein de choses que tu n'avais pas avant qui sont tout bêtes mais qui manquaient. T'as un glossaire, que ça tu peux retrouver quand même assez vite les règles. Il y a une petite page qui te dit exactement quelles publications sont légales en jeu égal et lesquelles ne le sont pas. Encore une fois, ça va mettre fin à tous les débats interminables de c'est sorti dans White Dwarf, ce genre de choses. Alors, tout ce qui est légende, au revoir. Mais par exemple, le compendium monstruous des personnages Forge World, des monstres Forge World est légal, c'est bien écrit dedans. Donc encore une fois, ça clôt le débat à ce niveau-là. C'est vraiment bien. Ils te disent quel Battle Tome est légal, ils te disent bien que les nouvelles entrées des nouveaux Battle Tomes vont écraser ces règles-là, quelles règles écrasent lesquelles, etc. Je trouve ça hyper clair. Il n'y a pas de trou dans la raquette. On verra quand on en parlera des points, mais à premier abord, encore une fois, on n'est pas devin, mais à premier abord, il n'y a pas l'air d'avoir tant de craquage que ça non plus. La version a l'air vraiment super saine. Donc là, l'accent est mis sur les monstres, c'est quand même super kiffant. On verra sur les saisons d'après ce que ça va être. Vivement le tir. J'ai peur de Shaman, j'ai peur de la saison qui se passera sur Shaman. Mais encore une fois, tu as 8 royaumes. Est-ce qu'ils feront 8 saisons? Est-ce que les saisons vont durer 1 an? Est-ce que les saisons vont durer 6 mois? On ne sait pas. Mais mine de rien, je pense qu'un changement de saison peut aussi faire tourner le méta
rien qu'avec les règles de royaume, Mais c'est ça, ou c'est les trop bien. tactiques de bataille, ou les grandes stratégies, sans forcément que ce soit un battle tome qui te change le méta, C'est trop bien. je trouve ça super bien. Ça a un côté proche, parce que moi j'adorais à Magic, avec le format standard où tu avais une rotation tous les 6 mois. Si tu as aussi une rotation tous les 6 mois ou tous les ans, c'est génial, parce qu'en fait, à chaque nouveau manuel général, avant, on regardait les coups en point et comment ça impactait notre armée. Maintenant, on va commencer à regarder les stratégies, comment on va changer, les points, ce genre de choses. C'est super bien. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu débroussailler ce début de version avec le manuel général 2021. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu de patte de monstre dessus, à la partager, à la commenter. Si vous voulez continuer de supporter French Rock Video, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee sans le monstre pour nous aider. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.